à l'épisode de novembre de Peace Drops for the Great Green Wall. C'est les gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. Je m'appelle Aneta et j'ai l'honneur d'être votre hôte aujourd'hui. Les gouttes de paix sont une initiative des Brahma Kumaris dont les membres ont été touchés par la Grande Muraille Verte et ont été incités à y contribuer du mieux qu'ils pouvaient. Les Brahma Kumaris sont une organisation confessionnelle, une école où chacun peut retrouver son respect de soi, sa dignité et son pouvoir intérieur pour devenir le meilleur de lui-même et le partager avec le monde. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire depuis 1 an et demi en invitant chacun à redécouvrir son potentiel intérieur et à l'utiliser dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte, de la manière dont il le peut, que ce soit sur le site ou à distance. La Grande Muraille Verte est l'un des programmes de restauration des terres les plus inspirants au monde par son ambition, sa taille, sa mise en place institutionnelle sous l'égide de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et avec l'aval de l'Union africaine. C'est d'autant plus inspirant que le Sahara et le Sahel connaissent des conditions écologiques parmi les plus difficiles, associées à une situation socio-politique et sécuritaire très délicate. La Grande Muraille Verte, dirigée par l'Afrique, est vraiment l'incarnation de l'action dont nous avons besoin. En restaurant la savane, les prairies et les terres agricoles dans tout le Sahel, la Grande Muraille Verte ralentit le changement climatique. Elle aide les communautés à s'adapter, elle restaure la biodiversité, elle apporte la paix, l'emploi, la durabilité et l'espoir. Alors, comme je le disais, la Grande Muraille Verte dirigée par l'Afrique est l'incarnation de l'action dont nous avons vraiment besoin. Tout en restaurant la savane, les prairies, les terres agricoles dans tout le Sahel, la Grande Muraille Verte ralentit le changement climatique. Elle aide les communautés à s'adapter. Elle restaure la biodiversité. Elle apporte la paix, l'emploi, la durabilité et l'espoir à tous ceux qui y vivent. Il reste cependant des défis à relever. Il reste beaucoup à faire avant que cette mosaïque de paysages et d'écosystèmes ne s'étende à l'ensemble du Sahel. Dans le programme d'aujourd'hui, nous aimerions explorer et expérimenter 2 qualités d'une attitude puissante qui fait que les choses changent et bougent. L'une est la détermination et l'autre, la nouveauté. Il y a un dicton qui dit « Si vous n'avez pas d'obstacles, vous n'allez nulle part ». Les obstacles prennent de nombreuses formes et très souvent, ils finissent par devenir des obstacles intérieurs qui me ralentissent ou même m'arrêtent, comme le doute, la peur, la résistance, la léthargie, le désarroi, même l'aversion. Lorsque je me rappelle que les obstacles sont des indicateurs du mouvement vers l'avant, je peux m'encourager à continuer. Lorsque je me tiens droit dans mon esprit et que je rassemble mon énergie de détermination, je peux franchir n'importe quel obstacle. Et lorsque j'ai un objectif clair, c'est la deuxième chose, je suis inspirée pour l'atteindre. Plus j'aime mon objectif, plus grande est ma détermination à poursuivre face aux défis et aux tempêtes. Lorsque je garde mon objectif devant moi, je continue à avancer. Mon objectif me rend fort et déterminé. La Grande Muraille Verte est simplement un objectif merveilleux qui mérite mon amour
et ma détermination. Et puis la nouveauté. Un changement de saison apporte la nouveauté. Lorsqu'une saison sèche ou humide commence dans la savane, il y a un changement dans la routine à partir d'une nouvelle perspective et cela apporte un sentiment de nouveauté. La nouveauté me donne l'impression d'être frais et prêt à recommencer. Même les vieilles activités prennent un nouvel élan. Je peux changer de perspective régulièrement grâce à la méditation, en apportant de la nouveauté à mes pensées, mes paroles, mes croyances et mes actions. Essayez-le. Faites-en l'expérience. Peace Drop. Détermination, persévérance, résilience, avoir la foi. La détermination est la volonté de réaliser un objectif malgré les obstacles. La persévérance consiste à persister dans ses efforts malgré les difficultés rencontrées. La résilience est la capacité à rebondir après des épreuves. La foi nous aide à rester stables, nous permettant de nous adapter et surmonter mentalement et émotionnellement les défis de la vie. Dans ce monde incertain, c'est la qualité de notre présent qui fait notre futur. Rester déterminé demande une vision claire de ses objectifs et confiance dans ce que nous pouvons réaliser malgré les défis immédiats. Peace Drop est un programme exemplaire de vision et d'engagement. Tout seul, nous allons vite. Ensemble, nous allons plus loin. Ces proverbes africains résument le défi et ce que veut dire être ensemble. La résilience qui s'exprime face aux difficultés et la persévérance dans l'apprentissage contribuent à renforcer notre détermination. Ce qui doit être sera. Par la méditation, nous développons des mécanismes efficaces de défense dont l'objet est de maintenir un état d'esprit positif et de trouver des moyens constructifs de faire face au stress. L'Afrique est un terrain de défi de la vie où l'importance est de savoir conjuguer au présent. Dans notre transformation, nous apprenons à nous élever au-dessus des actions et des pensées inutiles, avec patience, persévérance, courage, équité, prudence et sagesse. Chacun a sa place et son rôle, assumant nos responsabilités en donnant le meilleur de nous-mêmes, comprenant que notre pire ennemi est nous-mêmes, notre ego. Qui je suis est une question centrale. Quelle que soit la situation, nous devons nous placer dans une posture d'alignement des pensées, paroles et actions, authentiques et sincères. Nous apprenons à mesurer ce qui change en nous et ce que nous avons encore à transformer. En mesurant ce qui nous met dans l'émotion, nous devons chercher un comportement plus approprié, avec humilité, bienveillance et compassion. Être un être spirituel conduit à chercher à atteindre un état d'union avec le divin. Par l'introspection, nous arrivons à faire une distinction entre la conscience d'âme et la conscience du corps. Être un ange conduit à être considéré comme un point de lumière, une référence, une âme exceptionnellement gentille, secourable et inspirante. Le maître est celui qui a atteint un haut niveau de compétence, de connaissance, de sagesse. Il guide les autres sur le chemin de la connaissance personnelle, de la compréhension spirituelle et du bien-être. C'est ici que se situe l'élévation et notre contribution au monde dans l'espoir d'un monde meilleur. Nous exprimons un besoin d'élévation et de transformation. Quelles que soient les situations, les tests et les événements, nous pouvons adopter une posture spirituelle, vérifier la réalité de notre attitude angélique et comme référence apporter la paix
par sa connaissance et son être, conscient que nous ne sommes que des instruments. L'important est de savoir partager sans chercher à convaincre, tout en étant l'incarnation de la sagesse, du respect et de l'humilité avec détermination, persévérance et résilience. Peace Drop est bien la démonstration de ce que l'humilité peut apporter de meilleur dans ce que chacun de nous, et nous tous, nous pouvons apporter à ce que veut dire vivre ensemble. Nous allons ensemble faire l'expérience de devenir la paix, d'être complètement imprégné de paix au cœur de l'océan de paix. Installez-vous confortablement, lâchez toute tension, vos jambes sont détendues, relaxées. Vos bras sont complètement relâchés. Vos mains libres et sans pression. Votre souffle se ralentit. Vous respirez profondément, lentement. Votre inspiration est profonde. Vous prenez le temps. Votre expiration est profonde également. Vous laissez un rythme calme, empli de sérénité envahir votre cœur. Vos préoccupations qui peuvent apparaître, vous rappeler qu'elles sont présentes, vous les rassurez, vous les sécurisez. Vous leur donnez rendez-vous après ce moment que vous allez passer avec vous-même dans cette expérience. Vous les mettez entre parenthèses en leur disant que vous les traiterez tout à l'heure et que là, vous prenez ce temps pour vous. Des pensées peuvent apparaître sur l'écran de votre esprit, provenant de vos mémoires, provenant de votre histoire. Elles tentent de vous ramener à elle. Elles tentent de provoquer en vous une influence et de vous faire réfléchir sur cette influence. Vous savez qu'elles vont venir, mais vous avez décidé de les laisser passer. Elles passent comme une étoile qui passe filante dans le ciel. Vous n'accrochez pas ces pensées, vous ne commencez pas à réfléchir dessus, vous les laissez partir. Vous ne leur donnez pas une raison d'être. Mais vous êtes dans votre raison d'être, la paix. Tout en vous est une fréquence, une vibration de paix. Votre corps est empli de cette vibration de paix. Votre mental, votre esprit
est aussi dans cette vibration de paix. L'un et l'autre, l'esprit et le corps, regardent dans une même direction. Vous êtes complètement dans l'océan de paix. Rien ne peut vous en détourner. Le cœur ressent la paix. Il vit la paix. Il est complètement dans ce sentiment profond. Il respire la paix. Il envoie au monde, à la nature, à tous les êtres vivants, cette vibration de paix. Votre cœur rappelle au monde est le niveau originel, éternel, de l'énergie, l'âme incorporelle, au-delà du son, au-delà du temps, au-delà du mouvement. Tout en vous irradie la paix. Vous donnez au monde cette expérience de paix. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à Naomi Wasambili. Naomi, vous avez vécu au Royaume-Uni où vous êtes née. Et c'est une décision audacieuse de votre part de vous installer en Tanzanie. Vous laissez derrière vous votre vie d'entrepreneuse et d'étudiante en doctorat pour devenir agricultrice. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce nouveau chemin dans votre vie? Comme Grace l'a mentionné, j'ai grandi au Royaume-Uni, je suis tanzanienne et jamaïcaine d'origine. En fait, si je regarde en arrière, les cultivateurs et les agriculteurs font partie de mes deux lignées. La meilleure amie de ma mère avait un jardin familial et j'ai donc passé une grande partie de mon temps dans un jardin familial en grandissant. Et même lorsque je vivais à Londres, je faisais toujours pousser des poivrons, du piment. Je faisais toujours pousser de la nourriture sur mon balcon et je n'avais jamais utilisé de produits chimiques. Je suppose que je n'ai jamais exploré les aspects scientifiques de la question, mais je n'ai jamais rien ajouté aux produits que je cultivais. Mais en arrivant en Tanzanie, l'une de mes motivations personnelles était de savoir comment développer la permaculture et le système d'agriculture biologique. Naomi, pouvez-vous nous parler de votre arrivée en Tanzanie et de la façon dont vous avez démarré votre activité agricole? J'aimerais vous emmener en Tanzanie. Je vais vous présenter quelques-uns des projets sur lesquels nous travaillons. Le travail que je fais en Tanzanie relève de Livi Africa. Livi Africa est une entreprise sociale de recherche et de production. Nous travaillons sur les chaînes de valeur dans l'agriculture depuis les semences jusqu'aux produits et à la valeur ajoutée, avec un accent particulier sur le cacao. Mais nous travaillons également sur les différentes chaînes de valeur. Ce sont mes deux grands-mères, Lily et Ivy. Elles ont toutes deux vécu des expériences différentes, mais elles ont toujours aimé la nature. Pour nous, il est important qu'il ne s'agisse pas uniquement du modèle commercial lié à la culture des denrées alimentaires. En fait, mon principe est nourrissez-vous d'abord. Je vous parlerai plus tard de la manière dont nous nous sommes d'abord nourris, mais ce respect profond que nous avons pour la planète
pour la manière dont nous cultivons les plantes et les aliments que nous produisons et pour la transparence que nous essayons de mettre en œuvre dans tous les domaines. Parce que l'énergie que vous investissez dans la nourriture pendant qu'elle pousse, je crois qu'elle s'infiltre également dans votre corps. Nous sommes de très motivés par nos principes matriarcaux, ceux de nos grands-mères, et par les leçons et les connaissances que nous pouvons tirer d'elles. Dites-nous quels sont les défis que vous avez rencontrés en essayant de construire ce mode ou style de vie pour le peuple tanzanien. Comme dans beaucoup d'autres pays, il y a un problème omniprésent en Tanzanie, le chômage des jeunes. L'agriculture n'est pas vraiment sexy. Les gens cultivent des produits, mais ne pensent pas vraiment à la façon dont ils peuvent les commercialiser eux-mêmes. Il faut également aborder ces défis de manière durable et systémique. Vous pouvez voir à droite quelques images du travail que nous avons accompli. Nous sommes passés et c'est l'une de nos vues. En bas, vous pouvez voir 2 de mes cousins en train de creuser le sol. Nous sommes passés de sites complètement stériles où le sol a été appauvri, souvent par le brûlage ou l'ajout de pesticides, à des sites où les plantes peuvent à nouveau s'épanouir. Je vais donc vous parler de 3 de nos sites que nous avons ici, en Tanzanie. Le premier que je vous vais vous présenter est celui où nous sommes arrivés il y a 1 an et demi. Vous pouvez voir sur la photo du bas. Si vous voyez que l'herbe est envahie par la végétation, c'est à cela que ressemblait l'endroit. Il s'agit d'un terrain d'un peu moins d'1 hectare situé dans la ville de Beer. Il y a une source d'eau courante, mais il n'y avait pas de culture vivière. Ce que nous avons fait immédiatement, c'est que nous avons défriché le côté où nous avons décapé le site. Puis, j'ai commencé à aller au marché, à collecter des pots de bananes, puis à fabriquer un engrais simple à base de bananes en ajoutant de la canne à sucre, en les laissant tous dans de l'eau pendant 1 mois et en versant ensuite ce mélange dans le sol. J'ai également ajouté des bananes pourries au sol pour commencer à le nourrir. La banane est riche en phosphore et en potassium, ce qui fait que l'on parle de APP, azote, phosphore, potassium. Nous savions que le sol n'était pas bon. Nous avons donc commencé à fabriquer des engrais. Nous sommes dans la région de Tanzanie où l'on cultive le plus de bananes. Cependant, tout le monde m'a traité de folle pour avoir créé de l'engrais avec de bananes. Mais l'une des choses que je répétais aux gens, c'est qu'ils ne devraient pas avoir à payer pour les engrais. Il y a beaucoup de déchets ici qui peuvent être réintégrés dans le sol. Nous avons donc commencé à reconstituer le sol avec des déchets que nous avons également collectés. Le crottin d'âne, le crottin de vache dans les rues et auprès de certains éleveurs locaux et à les ajouter au sol. Mais il y a aussi des systèmes de boîtes. Il n'y avait pas d'arbres ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc planté des arbres. Nous avons planté des arbres de moringa qui sont très nutritifs. Nous avons planté des papayes, mais également des avocats. Nous avons donc commencé à créer un système d'arbres qui pourrait pousser au fil des ans, parallèlement à certaines plantes annuelles. Nous avons donc divisé la terre en différentes parcelles autour desquelles nous pourrions cultiver différents produits, différents aliments, de différentes manières. Nous fabriquons tous nos propres engrais. Aujourd'hui, nous fabriquons des engrais pour pastèques, qui sont riches en azote. Là encore, il suffit d'ajouter de l'eau. Nous fabriquons des engrais pour ananas. Nous fabriquons des engrais à base d'ananas en ajoutant de l'eau aux peaux d'ananas. Nous utilisons également les feuilles de baobab. Nous prenons la peau de baobab et l'ajoutons également à la terre. Et cela nous permet, ce sont des choses qui sont parfois faites par erreur. Tout d'un coup, nous avons eu environ 500 plantes de tomates qui ont poussé. Nous avons donc rapidement construit une serre. Comme vous pouvez le voir en bas, je partagerai avec vous une vidéo que vous pourrez regarder à un autre moment. Elle a coûté environ 50 livres. Nous avons acheté du bois et du plastique local. Nous avons donc créé une serre simple et nous avons planté nos tomates. Tout le monde nous a dit « Naomi, si tu fais pousser des tomates, tu as besoin d'engrais et de pesticides. » Nous avons dit non. Nous avons donc ajouté des coquilles d'œufs au sol
et du poisson en décomposition. Et quelques mois plus tard, nous avons obtenu une abondance de différents types de tomates qui ont poussé là. Nous avons également planté de l'ail. Nous avons planté des gousses d'ail sous les racines de nos tomates pour empêcher les insectes d'entrer. Et cela a fonctionné à merveille. Tout comme la pulvérisation d'un pesticide, à savoir de la levure chimique et un peu d'huile de tournesol sur les feuilles. Nous avons donc dû procéder par essai et par erreur, mais nous avons commencé à nous rendre compte qu'il était possible de cultiver en utilisant des principes organiques, mais aussi que la permaculture n'est pas un concept qui se met en place du jour au lendemain. Il faut s'y investir pendant un certain temps. Et nous savons qu'il y aurait des défis alimentaires dans les années à venir. C'est donc le bon moment pour commencer à planter ces arbres, à réfléchir aux pratiques, aux principes de l'agriculture que nous utilisons également. Et en cultivant, nous avons aussi du bétail. Vous voyez donc les poules que nous avons là. Elles sont nourries également d'engrais. Les excréments de poules, nous les séchons. Nous ne les utilisons pas tout de suite parce qu'elles sont très résistantes. Nous les avons donc séchées puis nous les avons introduits dans nos systèmes de sol. Sur ce site particulier, nous avons maintenant une gamme d'herbes, romain, thym, sauge, fennel, des herbes locales qui sont cultivées. Nous avons donc du curcuma. Nous avons du curcuma, du gingembre, nous cultivons des haricots, des choux, nous cultivons des patates douces, des pommes de terre. En l'espace d'un an, nous sommes en mesure de produire une grande partie des aliments que nous consommons dans la maison à partir de ce que nous avons cultivé sur le terrain. Quel est, selon vous, l'impact de cette situation sur la population locale? Comment prend-elle tout cela à bras le corps? En Tanzanie, je dis toujours qu'il faut voir pour croire. Nous avons donc invité de nombreux agriculteurs locaux dans de petites exploitations pour voir ce qui était possible de faire. Ils ont vu ce qui était avant. C'est aussi devenu un lieu de formation, notamment en ce qui concerne les engrais organiques. Nous disposons également d'une terre à l'hectare. Là encore, toutes les régions ne bénéficient pas d'eau. L'eau sera un grand défi dans les années à venir, en particulier pour la culture. Nous avons donc un site de 25 acres situé dans la zone nord de Beya, qui se trouve au milieu de la vallée du Rift oriental. Ce site est aride et sec pendant 6 mois de l'année et ne dispose pas d'eau, tandis que pendant 6 autres mois, il y a de l'eau. Nous travaillons donc sur des systèmes de collecte et de filtration de l'eau en développant la collecte de l'eau de pluie. Mais nous entreprenons également un grand projet d'agroforesterie où nous planterons 5000 nouveaux arbres dans la région pour empêcher l'écoulement de l'eau afin que la pluie, lorsqu'elle tombe pendant la saison des pluies, puisse être retenue un peu plus dans les montagnes. De ce côté-ci, comme vous pouvez le voir, nous cultivons des tournesols, ce qui est une question intéressante en ce moment car il y a une pénurie mondiale d'huile de tournesol à cause de l'huile produite en masse par l'Ukraine et la Russie. Il est important de se pencher spécifiquement sur l'Afrique subsaharienne et sur la manière dont nous ajoutons de la valeur aux produits que nous cultivons. Et il s'agit ici de tournesols cultivés de manière biologique. En ajoutant de la valeur, nous pourrions les intégrer dans les chaînes d'approvisionnement. Ainsi, une fois que nous serons nourris nous-mêmes, nous pourrons commencer à examiner les excédents alimentaires et les produits qui pourront être transformés et fabriqués pour être en mesure de fournir et de commencer à nourrir le monde tel qu'il est. En effet, il existe aujourd'hui une demande massive de produits biologiques et d'une gamme de produits alimentaires que l'Afrique et l'Afrique subsaharienne peuvent fournir. Et en veillant à ce qu'ils s'approvisionnent eux-mêmes en nourrissant, en nourriture, nous pouvons progresser vers l'approvisionnement. Là encore, les engrais que nous utilisons pour les tournesols sont exclusivement de la bouse de vache. Nous avons également intégré les graines de chai qui poussent ici. Nous cultivons du ricin pour l'huile de ricin. Voici quelques-unes des valeurs ajoutées que Lily Africa a apportées au monde du cacao. Un monde sans chocolat n'est pas un monde que beaucoup peuvent imaginer. Mais prenez le temps d'imaginer ceci. Beaucoup de ceux qui cultivent le cacao que nous mangeons n'ont jamais goûté au chocolat, ni même bu le chocolat chaud crémeux que beaucoup d'entre nous connaissent et aiment.
Ayant grandi au Royaume-Uni, je connais le pouvoir du chocolat et l'amour que beaucoup d'entre nous portons à toutes les formes de cacao. Mon père, citoyen tanzanien, nous a toujours inculpé l'importance de rendre à la Tanzanie ce qu'elle nous a donné. Ma mère, qui a investi en Tanzanie pendant de nombreuses années, a travaillé au Royaume-Uni pour les plus grands services postaux britanniques, obtenant une classe 1 en conduite de camion et comprenant le processus compliqué du transport de marchandises. Ma sœur, chef pâtissière et chocolatière à Londres, a été formée par certains des meilleurs chocolatiers du monde, voyageant et se formant à Lyon, en France, au Japon et à Londres. Nous avons tous commencé à investir notre temps, notre argent et nos compétences dans le processus. Nous avons commencé à nous demander pourquoi, lorsque le cacao est cultivé dans le village, il n'y a pas de valeur ajoutée. Pourquoi ne trouvions-nous pas de poudre de beurre ou de grignots produits à partir de super aliments bio? Aujourd'hui, je prends un moment pour moi et je laisse de côté tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que j'entends, tout ce que je regarde, je le laisse de côté. Les guerres, les bouleversements climatiques, comme la sécheresse, les tempêtes, la pollution, ou la dégradation de l'environnement ou de la société. Je les laisse de côté pour quelques instants. Je laisse aussi de côté tout ce qui se passe autour de moi. Situations personnelles, des émotions. Je prends du recul pour me donner le cadeau de me renouveler en sachant que à l'intérieur de moi, il se trouve un espace sacré, une oasis de paix que je retrouve quand je prends un peu de recul, quand je vais à l'intérieur de moi, je peux trouver cet espace qui me renouvelle, qui renouvelle mes pensées, ma conscience, mon attitude, mais qui régénère aussi une vision de la vie, une vision de moi-même. Parce que cet espace sacré en moi régénère mon énergie. C'est l'énergie vitale dans laquelle la vie fleurit. Et justement, quand je trouve cet espace, dans les silences, dans le calme, quand je prends ce moment pour moi, je peux sentir cette énergie régénératrice qui renouvelle tout mon être, me régénère en me donnant la paix, le calme, et renouvelle en même temps une vision de moi-même. Et je suis capable, à travers de cette conscience, de visualiser un monde meilleur. Je suis capable de visualiser la biodiversité qui se renouvelle, la pluie qui arrive de façon bienveillante, les animaux, les plantes, les êtres humains en harmonie avec les uns et les autres dans un cycle, en respectant les cycles naturels. Et dans cet espace, je peux regarder justement comment est-ce que la vie se régénère. Elle se régénère grâce à ma propre régénération spirituelle.
à l'élévation de ma conscience, la transformation de mes pensées. C'est un exercice qui me donne de la foi, de l'espoir, en sachant que chaque pensée, à chaque fois que je regarde le monde d'une façon bienveillante, j'invite cette énergie régénératrice à se manifester à travers mes actions. Et donc je regarde mes mains avec le pouvoir de changer et de transformer tout ce que je touche se régénère. Et donc, je me souviens de cet espace qui se trouve à l'intérieur de moi, cet espace sacré, et je me donne le temps d'explorer cet espace à chaque fois que je veux soin de me renouveler, à chaque fois que je veux soin de me régénérer, de me remplir de vitalité. Je me souviens de cet espace à chaque fois que je veux soin de prendre une pause et retrouver ma paix. Chers amis de la Grande Muraille Verte, j'espère que vous avez profité du temps passé avec nous et que vous avez été inspirés à devenir plus déterminés et à apporter un peu de nouveauté dans votre vie. La Grande Muraille Verte est le type de merveille dont notre monde a besoin aujourd'hui plus que jamais. Un mur merveille de la nature, pas du béton. Un mur d'espoir et non de haine. Un mur de l'unité et non de la division. Une merveille murale que nous pouvons tous soutenir ensemble. Je vous remercie d'être parmi nous et je vous souhaite le meilleur pour toutes vos activités, tous vos projets, tous les objectifs que vous vous fixez. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci beaucoup et salutations de paix.